Non, elle n'a pas encore commencé. Parce que oui, elle va connaître des records cette nouvelle saison de Formule 1. On en a déjà pendant les essais hivernaux de Barcelone en ce moment. On va en avoir dès le premier Grand Prix, pendant la saison, et peut-être même sur la fin. Et oui, il y a de quoi dire sur tous ces sujets. Avant de commencer, c'est un plaisir de vous retrouver pour parler d'une nouvelle saison de Formule 1 qu'on attend avec impatience. Soyez les bienvenus dans le briefing du débriefing du Formule 1. Moteur! Au sujet de cette vidéo de pré-saison, on va parler des voitures, faire un tour du plateau, parler de ces records qui vont ou pourraient tomber, et on va commencer surtout par l'élément principal qui nous intéresse, c'est le calendrier. La Formule 1 fête ses 70 ans en 2020, c'est sa 71e saison de championnat, et avec un calendrier qui sera, aurait pu être le plus long qu'on aurait connu depuis 1950. Parce que oui, on était parti sur un programme avec 22 courses. 22 courses, dont une qui est mise de côté pour l'instant. C'est bien simple, voici le calendrier qui s'affiche. Vous pouvez faire une pause pour le lire dans le détail. Et vous pouvez voir que c'est le Grand Prix de Chine qui est reporté. Il aurait dû être programmé pour le mois d'avril. Mais il devrait être de retour à une autre date. On y reviendra dans quelques instants à ce sujet. Dans son ensemble, le calendrier connaît peu de changements dans le fond. On va aussi enchaîner les doubles week-ends de course avec 8 au total sur le long de la saison. Faut se dire qu'en 2019, on n'en avait que 5 doubles week-ends. Pour vous dire que chaque Grand Prix sera intense cette année. L'ouverture de la saison, c'est toujours à Melbourne et depuis 1996, ça sera dès le week-end du 15 mars, notez-le. Il sera suivi aussitôt par Bahreïn et on ira juste après à l'une des deux nouveautés de la saison, c'est le Grand Prix du Vietnam. Le Vietnam, la ville de Hanoï qui sera le troisième rendez-vous avec le tracé qui s'annonce le plus rapide de la saison, avec Bakou et Monza bien sûr, déjà par ses lignes droites et aussi par son entrée des stands qui est très courte. Oui, elle est courte cette entrée des stands. Elle commence déjà au niveau du virage 21 quand le tracé en compte 23. Au début ils en avaient prévu 22, mais une modification pour des raisons de sécurité a apporté le tracé à compter 23 virages. Et selon son créateur, M. Arman Tilk, ses fans vont l'adorer, ça promet pour une stratégie. Ça promet. Eh bien on verra. Le tracé en lui-même est dans la philosophie de Bakou, avec une partie construite pour l'occasion, pour accueillir les bâtiments des stands et les tribunes principales, un peu comme à Singapour sur Marina Bay. Ensuite, on va retrouver des longues lignes droites qui sont reliées par des ronds-points. Ouais, il y a plus original, mais bon, on fera avec. Ça sera à voir dès les premiers essais et les premiers retours des pilotes si on part sur cette idée. Sinon, ça fait des années qu'on n'est plus inventif en Formule 1. On prend des lignes droites, on rajoute 2-3 virages, et c'est pas mal. La Vus à l'époque, il était précurseur. La deuxième nouveauté, plutôt un retour, même un grand retour, c'est celui de Zandvoort pour le Grand Prix des Pays-Bas. La dernière fois que la Formule 1 s'est rendue là-bas, c'était en 1985 et sur l'ancienne configuration du tracé. Quand je dis l'ancienne configuration, c'est pas celle comme on peut voir depuis 20 ans avec les GT, les Formule 3 entre les dunes. Non, non, c'est vraiment l'ancienne configuration avec la grande boucle. C'est un tracé à l'ancienne, comme beaucoup les aiment, et qui connaît une grosse mise à jour pour répondre aux normes de sécurité. Malheureusement, on aura des dégagements asphaltés. Mais celles-ci sont très bien réfléchies, puisqu'une partie échappatoire est prévue. Comme ça, on peut garder les bacs à gravier qui sont encore présents sur tout le long des virages et du circuit. Eh oui, fallait y penser.
De plus, cela s'annonce particulier avec ces deux bankings, dont le plus grand qui sera le dernier virage et qui est incliné à 18 degrés. Si vous voulez comparer, Indianapolis est de 9 ou 12 degrés. Une grosse pensée pour Pirelli. Je ne vois même pas pourquoi il s'inquiète. Déjà, il travaille sur un pneu spécial pour ce Grand Prix. On a beaucoup de nouvelles des avancées des travaux, ce qui est rassurant pour beaucoup. Et c'est aussi agréable d'avoir ce genre de suivi. Et surtout de voir l'évolution du banking. Quand il sort de terre, qu'il est asphalté, qu'on voit à quoi vraiment il ressemble. Et qui n'est pas si imposant que ça finalement. Non, en vrai, ça doit être sympa à voir. Ça doit être sympa. Sinon, que dire de plus sur ce calendrier? Il y a peu de changements. Le Grand Prix d'Allemagne n'est plus là. Pourtant, elle nous avait fourni la meilleure course de 2019. C'est dur à dire. L'Azerbaïdjan, voilà, se retrouve entre Monaco et Canada. Bon pourquoi pas. Et comme on partait pour une saison de 22 courses, eh bien, on est passé à 21. Puisque la Chine est touchée par l'épidémie du coronavirus, le Covid-19, comme ils aiment bien dire, les officiels de la FIA et de la Formule 1 ont tout simplement reporté le Grand Prix à une date ultérieure. Ça veut dire que le Grand Prix n'est pas annulé. Et ça, c'est bien la différence. Parce que Liberty Media veut à tout prix organiser cette course et ne veut pas choisir comme option l'annuler. Mais le problème, c'est que ce calendrier, il est chargé. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Alors, c'est fort probable que l'on retrouve la course en deuxième partie de saison. Ça veut dire entre septembre et novembre. Mais si c'est le cas, on aurait une forte chance d'avoir ce qu'on appelle un three-header. Ça veut dire 3 courses d'affilée. On a déjà eu ça dans le passé. Ça ne ferait pas plaisir aux équipes, car, je vous l'ai dit, ils ont déjà connu ça dans le passé, et en plus, elles seraient bien loin de leur base européenne. Alors vous me direz, on peut peut-être inverser avec une autre course. Oui, c'était la première idée, avec la Russie. Mais ces derniers ont refusé. Ou alors, organiser une autre course, comme c'est proposé le circuit d'Imola pour accueillir un possible Grand Prix de Saint-Marin. Non, je plaisante pas. Imola s'est vraiment proposé à accueillir la Formule 1 chez elle. Mais bon, même si on voudrait revoir ce tracé et ce Grand Prix qui nous a fait rêver, il y a peu de chances que cela aboutisse. Et il y a un autre problème à prendre en compte, et vous allez trouver ça bizarre, mais c'est le Grand Prix d'Abu Dhabi. Parce que le circuit de Yas Marina a dans son contrat une clause pour être exclusivement la course finale du calendrier quoi qu'il arrive. Et de plus, le circuit serait réticent de changer sa date, car une solution serait de caler le Grand Prix de Chine entre le Brésil et Abu Dhabi, avec un décalage d'une semaine pour la course dans les Émirats. Mais bon, ça leur plaît pas du tout. Et si on est passé à 21 courses depuis quelques semaines, peut-être que bientôt on va passer à 20 courses. Et à raison, le Vietnam. Vu que le pays est voisin avec la Chine, et une commune est située aux alentours de Hanoï, qui est la ville hôte du Grand Prix, a été mise sous quarantaine en raison du coronavirus. La course ne sera pas annulée, elle est maintenue, elle n'est même pas reportée. Mais bon, on va quand même voir comment va évoluer cette situation. Si jamais le Vietnam venait à repousser sa course au-delà du mois d'avril, eh bien on aurait un mois sans Grand Prix. Normal. On va parler du plateau 2020, mais avant je voudrais faire un aparté sur les monoplaces. Alors la première impression que j'ai, c'est que les ingénieurs et les bureaux d'études se sont fait plaisir et se sont donnés à fond pour des voitures qui seront les dernières d'un règlement initié en 2009 et qui a été réactualisé en 2017. Oui, je sais, le grand chamboulement c'est 2021, mais cette année, c'est carrément roue libre. Ça fait déjà plusieurs saisons que les voitures ont gagné en complexité, grâce à leurs détails qui les composent, comme les bargeboards par exemple, avec la place qu'ils prennent devant les pontons, toutes ces ailettes, ces dérives qui sont placées au millimètre près. Je ne vous raconte pas ceux de Mercedes. Il y a même une sorte de tunnel pour guider le flux d'air. D'ailleurs, je parlais des pontons, la plupart des voitures présentées ont des ouvertures qui sont très remontées et assez fermées également. Je me demande même comment les radiateurs d'air, les radiateurs d'huile, les radiateurs d'eau arrivent à être refroidis dans ces bonnes conditions. Du coup, des pontons relevés, cela permet de dégager tout le bas, qui est une zone qu'on appelle le Lenderkant, ça ne s'invente pas,
Et cela permet au flux d'air d'être moins sale à cet endroit pour mieux optimiser le fond plat, qui lui aussi pourra faire parler encore cette année. Et de plus, ça s'est vu dès les premiers roulages. Les voitures ont gagné en stabilité et en grippe. Le virage 9 de Barcelone, qui est un endroit assez compliqué, est passé à fond par presque toutes les voitures. Presque, à fond. Et on est qu'aux essais verts, donc attention. Et puis les records de piste pourraient tomber également, malgré que les voitures aient gagné 100 kg en 7 ans. 100 kg, c'est beaucoup. Alors il y a d'autres changements à noter pour la plupart des voitures. C'est l'ensemble de l'avant qui sont vraiment amincis, comme on pouvait le voir sur Mercedes depuis quelques temps. D'autres vont même innover sur l'alimentation du S-Duct qui est caché dans le nez avant, surtout chez la Red Bull. Ils ont dû visiter un safari pour s'inspirer de ça. Il y a Renault qui sera la plus originale, avec un avant qui est très travaillé et un style différent, qui lui donne un petit côté rétro au passage. Même dans cette robe noire, elle est magnifique. J'espère que ça va pas imiter Minardi par contre. Et il y a une autre équipe qui fait vraiment dans la différence. Bon, vous l'avez forcément vu, entendu partout. C'est Racing Point, futur Aston Martin, qui a tout simplement repris l'intégralité du dessin de la Mercedes W10 de 2019. Et oui, la ressemblance est plus que troublante. Il faut chercher dans les détails pour voir qu'il s'agit d'une nouvelle voiture. Alors bien sûr, ça crée polémique, ça plaît pas à tout le monde, je suis d'accord, mais bon, soyons réalistes. Soyons réalistes. Il y a Haas qui utilise le même modèle de reprendre une voiture de l'an passé, en l'occurrence Ferrari, et on connaît les résultats, surtout l'année dernière. Dans le passé, on a pu voir la même chose avec Red Bull et Toro Rosso, ou avec Honda et Supra Aguri. Non, pardon, ça c'est pas le bon exemple. Parce que la voiture 2006 qui est plus performante que celle de 2007, oh la blague, ah la blague. Bon, pour faire simple, c'est juste une tempête dans un verre d'eau. C'est bien beau de reprendre une voiture gagnante, à condition de tout faire fonctionner comme il faut. Et pour le reste, on en reparlera sûrement dans une vidéo consacrée aux essais privés. Même du fameux système où il faut tirer sur un volant. Ça c'est très fort par contre. Ça au passage, ce que Mercedes a sorti, c'est très fort. Bon, pour l'ensemble de l'année, on devrait peut-être avoir peu d'évolutions majeures qui vont venir de certaines équipes, surtout les plus grandes, sachant que 2021 approche, le règlement est connu et que tout le monde travaille dessus. Bon, on a parlé des voitures, et sans plus tarder, on va parler des pilotes qui composent la grille. Et on commence avec les champions du monde, plus besoin de les présenter, le palmarès de Mercedes et de son duo de pilotes phares, et qui part pour conquérir un nouveau titre constructeur, le 7e consécutif. Ça aussi on y reviendra tout à l'heure. Et on commence par le champion du monde en titre, Lewis Hamilton. L'anglais part de nouveau favori également à la conquête d'un nouveau titre, et aussi à de nouveaux records, dont ceux du nombre de victoires encore détenues par Michael Schumacher. Hamilton n'a aucun défaut, en apparence bien sûr, et il est toujours au top, et il en veut plus pour imprégner sa marque dans l'histoire du sport. Même s'il y a des rumeurs qui feront un malin plaisir de l'envoyer dans une autre équipe, rouge en l'occurrence pour l'année prochaine, je ne pense pas que cela va le déstabiliser. Il y a peut-être que deux choses qui pourraient vraiment lui mettre à pied à terre. C'est la concurrence qui pourrait faire un retour en grâce, ça c'est possible, ou bien son coéquipier. D'ailleurs, son coéquipier, dans la seconde Mercedes, c'est Valtteri Bottas, qui aurait enfin trouvé la solution pour battre Hamilton. Et j'espère aussi qu'il a trouvé un bon barbier. Bon, on l'espère pour lui. Non, pas pour le barbier. La solution pour battre Hamilton. Parce que le Finlandais a fait le job en 2019. Même si cela ne s'est pas vu. Non, il était là, mais ça s'est pas vu. C'est terrible. Bottas, il est rapide, il est fiable, il est toujours régulier en résultat malgré des doutes, parce que 2019 aurait pu être la dernière pour lui chez Mercedes. Mais le vent a tourné. Il donne entière satisfaction à ses patrons, et il est là dans le pire des cas. Et dans le pire des cas aussi, il n'est pas là. Ouais. Le seul souci pour lui, qu'il est toujours au second plan, c'est qu'il doit vraiment peser pour lui. Et il peut craquer à certains moments, comme on a pu le voir en Allemagne l'année dernière. Mais ne vous inquiétez pas pour lui, tout est dans le porridge et le café. Et la barbe de 2 mètres de long aussi.
On continue avec Ferrari, une équipe qui nous a déçus l'an passé, autant le dire, et qui doit retrouver une confiance perdue. Elle peut compter sur ces deux pilotes qui font des étincelles, que ce soit sur piste ou en coulisses. Parlons de Sébastien Vettel. L'Allemand n'a pas perdu de son talent, il est encore rapide. Et surtout, il a faim de victoire et de revanche depuis ces dernières années. Parce qu'il nous met le doute depuis longtemps. Par un manque de confiance, de régularité dans ses résultats, de cohabitation avec son coéquipier aussi. Il a attendu un peu plus d'un an avant de renouer avec la victoire. Plus d'un an. Mais quel champion du monde peut se permettre d'attendre un an avant de gagner? Il est dans une mauvaise passe, Vettel, d'accord. Mais il faudra se méfier de lui quand il reviendra à son plus haut niveau. Et ça pourrait faire mal. À condition que Ferrari reprenne les choses en main et que le pilote allemand ne se fasse pas bouffer par le pilote qui est dans le garage d'à côté. Oui, le garage d'à côté, Charles Leclerc, c'est le pilote en question. C'est surtout celui qui a rêvé Ferrari par sa jeunesse, sa fougue, sa maturité de la gestion en course, son carnet de notes aussi, et il ne devrait pas s'arrêter en chemin et continuer à aller chercher des résultats et même des victoires au plus grand bonheur des supporters de la Scuderia. C'est le nouveau visage d'une équipe qui se cherche depuis longtemps. Ils pourraient même la porter encore plus loin dans leurs attentes. Enfin, ça veut bien le suivre et ne pas être borné dans les situations les plus délicates comme en fin de saison dernière. Ça lui a coûté un petit peu cher. Et surtout, il ne doit pas en faire trop, Leclerc. Il ne faut pas qu'il aille trop loin, qu'il dépasse ce qu'il doit faire. Et aussi, pour parler de Ferrari, ils mettent le budget pour préparer 2020 et 2021. Avec une explosion des coûts qui sont voulus. Budget plafonné, c'est ça? On prend la direction de l'Autriche et de Red Bull qui a redonné de l'espoir à son motoriste Honda et aussi réveillé une saison 2019 qui tournait en rond. Ah oui, elle tournait vraiment en rond cette saison. Le pilote phare du taureau rouge, c'est Max Verstappen. On ne le présente plus, il est talentueux, il porte l'équipe avec lui qui le soutient fortement en retour. Verstappen se sent très bien chez Red Bull après avoir prolongé son contrat avec l'équipe autrichienne pour plusieurs saisons. Ouais, sur du long terme. Et bientôt, il va courir devant son public à domicile. Pour parler de sa personnalité, il gagne en maturité, en contrôlant mieux la situation qu'auparavant, et il est plus zen en piste. Mais bon, la moindre erreur le fait retomber très vite dans ses travers. Et cela peut faire mal selon les propos qu'il utilise, ou qu'on lui recommande d'utiliser même. À ses côtés, on retrouve l'impressionnant Alexander Albon. Oui, impressionnant parce que le pilote thaïlandais a passé une année 2019 bien loin de ce qu'il imaginait. Nous aussi d'ailleurs. Fin 2008, il était en partance pour la formule électrique avec Nissan Idams, avant d'être rappelé par Helmut Marko pour rejoindre Toro Rosso, et puis de passer chez Red Bull en milieu de saison dernière. Il s'est habitué très vite à son nouveau domaine, tenant le rythme course après course. De quoi aller titiller Verstappen qui sera son premier souci en 2020. Et surtout sans froisser l'imprévisible Helmut Marko, qui sera son deuxième souci. On a bon espoir pour Albon, qui deviendra au fil du temps une valeur sûre pour l'équipe autrichienne. S'il lui laisse une chance, bien sûr. Walking is back. McLaren fut la plus grosse surprise de l'année dernière, la meilleure des autres par ses résultats corrects, réguliers. Il pourrait faire encore mieux pour 2020 avec un management qui porte ses fruits et ses deux pilotes qui sont très à l'aise sur piste comme dans le paddock. Carlos Sainz a réussi à s'imposer chez McLaren avec un style plus posé, plus libre que dans ses anciennes équipes et aussi de remplacer un double champion du monde sortant. C'est un bon leader qui est performant et qui va porter son écurie au plus haut, même s'il ne joue pas encore avec le peloton de tête. Mais l'expérience accumulée et qui commence à parler, il ne sera pas rare de voir l'Espagnol faire de gros résultats en 2020. Et pour que cette équation soit parfaite, il faudrait aussi que cela se voit à la télévision. Ah oui, c'est le seul souci que je trouve pour lui. Des bons résultats et pas une seule image sur l'Espagnol. Pas une seule image. C'est navrant. Dans la deuxième McLaren, on retrouve Lando Norris qui a réalisé une saison 2019 correcte. C'est simplement un bon élément et aussi une bonne surprise.
On attendait des erreurs de débutants venant de lui, il n'en fut rien et c'est tant mieux pour le jeune pilote anglais. On sent une maturité grandir en lui malgré sa jeunesse, mais c'est de bon augure pour lui, il sera au rendez-vous en 2020. Dans la théorie, bien sûr, parce qu'il pourrait décevoir en deuxième saison, ça s'est déjà vu. Et puis même s'il s'entend bien avec Sainz, il ne faudrait pas que les deux pilotes s'en battent en interne. Norris sera surveillé cette saison, ça pourrait être intéressant. Très intéressant. On passe à Renault qui se cherche encore et toujours, mais qui devrait passer à une étape supplémentaire en 2020, ou alors à prendre une place au championnat, ça va dépendre. Dans la première monoplace jaune, on retrouve Daniel Ricciardo. C'était le transfert surprise de l'année 2018 et qui s'est libéré de toute pression en 2019. C'est un bon leader, il est toujours présent et qui est prêt à se battre au plus haut pour aller chercher un bon résultat. Ouais, du moins c'est ce qu'on voudrait voir. C'est ce qu'on voudrait voir. Lui aussi, c'est ce qu'il voudrait. Bon, si on était content de le voir arriver dans l'équipe française, la mayonnaise ne prend pas encore et pire, ça pourrait tourner au vinaigre cette année. L'Australien pourrait perdre patience, voire partir ailleurs très rapidement. D'ailleurs, ça, il ne l'a pas caché. Et même son équipe en est consciente. Mais tant qu'il est derrière un volant, il se donnera à fond quoi qu'il arrive. À ses côtés, on retrouve un revenant avec Esteban Ocon. Après une saison sabbatique passée loin de la grille, pas si loin que ça quand même, et dans le simulateur Mercedes, il retrouve une équipe avec qui il a pu découvrir les pistes de la Formule 1, avec en poche quelques indiscrétions à traiter avec son équipe. Ouais. Quand il est en piste, ça peut être rapide, fiable et qui ira se battre pour les résultats, même avec son coéquipier. Et ça va lui faire du bien de revenir en Grand Prix. On verra si une année entière passée dans le garage ne lui aura pas fait changer de statut. Et surtout Esteban, fais attention à la voiture du numéro 33. Si, c'est un conseil. Toro Rosso fait partie du passé. Dites bonjour à AlphaTauri. On perd un nom qu'on adorait depuis les succès et les pilotes qui y sont passés, même si ce n'était plus vraiment le cas depuis plusieurs saisons. Mais malgré tout, la philosophie, elle reste. On retrouve dans la première voiture Pierre Gasly, le Français qui a vécu une saison 2019 des plus étranges. Il était promu chez Red Bull, puis rétrogradé en cours de saison chez Toro Rosso. On a pensé qu'il ne reviendrait pas à son niveau. On a eu tort. Le mec qui s'est dit non, il va relever la tête, il a eu de la chance, hein. C'est peut-être le seul. Non, Gasly, il a su rebondir avec le mental. Et même sur la piste, il est toujours aussi rapide. Et surtout, il a pu profiter de plusieurs résultats encourageants sur une fin de saison opportuniste. Des bonnes places, un podium inattendu qui fait du bien, avant d'entamer une saison 2020 qui sera vraiment décisif pour lui, avec un management Red Bull que l'on connaît, et qu'il connaît très bien aussi. A ses côtés, on retrouve Daniel Kvyat, qui est revenu l'an passé sur un gris après avoir été éjecté de la maison du Taureau Rouge. Le bonhomme en Allemagne a possiblement sauvé sa place, tout comme son expérience de la piste qui joue dans sa présence, et surtout l'absence de jeunes pilotes dans la filière Red Bull. Mais attention, ses frasques en piste lui assurent encore le surnom de Torpedo, et il devra faire face à un coéquipier qui veut reprendre une revanche. En attendant, AlphaTauri, ça ne sera pas un défilé de mode sur la piste. Au contraire, on va prendre l'air canadien tout en restant en Angleterre avec Racing Point qui deviendra Aston Martin l'an prochain. En attendant, c'est une dernière année où on verra des voitures roses en piste. Et franchement, le rose ne va pas à la Mercedes. Commençons par un habitué dans la maison avec Sergio Perez, le Mexicain de l'équipe anglo-canadienne qui est toujours en rendez-vous par sa régularité et ses coups d'éclat en piste. Mais il stagne à sa place, une place qu'il ne mérite pas, il faut le dire. Alors c'est dur d'entendre ses propos, mais Perez s'est perdu en cours de route par des occasions manquées au plus haut niveau, mais sa prolongation sur plusieurs saisons avec son équipe est un pari qui pourrait s'avérer payant avec les futurs règlements, en espérant qu'il ne soit pas buté par son caractère. Ça lui a coûté sa place chez McLaren. Dans la seconde voiture, on retrouve Lance Stroll. Le Canadien est encore jeune et ne manque pas d'être rapide. C'est aussi un attaquant en piste, mais le problème, c'est qu'il n'est pas là en qualification. Il est rare qu'il passe la barre de la Q1.
Et quand il y arrive, c'est encore plus rare qu'il soit au plus haut. Il y a un autre problème, et là qui est de taille, c'est l'étiquette de fils à papa qu'il traîne comme un boulet depuis ses débuts, et qu'il ne s'est même pas arrangé depuis son arrivée à Silverstone. C'est triste. Ah, et autre détail, mais bien sûr ça concerne les deux pilotes. S'ils ont de leur place chez Racing Point, quelle que soit la manière, ils viennent pas les mains vides. Prenons maintenant la direction de la Suisse avec une équipe italienne qui nous avait surpris, mais malheureusement on les a perdus en cours de route. Ouais, on les a perdus. Dans le premier paquet, on retrouve Kimi Raikkonen, le vétéran du plateau à 40 ans, qui est un excellent élément pour Alfa Romeo, faut le préciser, par son expérience, ses talents de pilotage et aussi par sa motivation qui est inépuisable. Tout est dans la vodka. Et mieux que tout, on l'adore à tous les niveaux. Bon, en revanche, cela sent bientôt la sortie pour lui. Cela dépendra de son équipe ou de ses envies. Parce que oui, il est capable de jouer les prolongations Kimi. Bon, bah, pas jusqu'à 50 ans non plus. Mais bon, dans le second paquet, c'est le grand écart. Mais vraiment, et pourtant, Antonio Giovinazzi mérite sa place en 2020. Il aura mis du temps à démarrer l'an passé, mais il est bien présent. Et aussi, c'est un Italien qui nous fait plaisir à voir depuis le départ de Jarno Trulli. Non, non, c'est dur de trouver des qualités à Giovinazzi. Désolé, mais c'est dur. J'avais dit qu'il méritait sa chance quand même, avec plusieurs one-shots par le passé. Mais il a vraiment besoin de performer pour 2020. Parce que derrière lui, il y a deux pilotes, dont un Allemand, qui pourrait peut-être lui prendre la place le plus vite que prévu. Mais ça, c'est la piste qui nous le dira. Bon, je vais essayer de parler sérieusement de Haas, qui est un concept vraiment dans le flou. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec Rich Energy l'an passé. Le premier pilote de la maison, c'est Romain Grosjean, que l'on connaît depuis longtemps par son expérience, et aussi par sa technique au volant de sa voiture, et aussi par ses bévues et ses égards qui lui collent à la peau. Et plus ça va, plus le français, le franco-suisse même nous déçoit. Et même, j'ai bien peur que ce soit sa dernière chance d'être en Formule 1 avant qu'il prenne la sortie. Mais je vais quand même rester positif pour lui. Je vais essayer, parce que j'espère qu'il aura une bonne voiture entre les mains cette année, ce qui peut être compliqué pour le modèle As, et aussi pour un coéquipier qui n'arrête pas de s'accrocher gratuitement avec lui. Ça aussi, c'est un autre problème. D'ailleurs, son coéquipier, c'est Kevin Magnussen. On le connaît aussi depuis longtemps. Il est fougueux, il sait saisir sa chance quand il le faut, même si ce n'est pas de la bonne manière. La preuve, il n'évolue pas vraiment et il n'est pas très corporate avec son coéquipier ou son équipe. D'ailleurs, son équipe n'est pas aidée par son style de pilotage et même ses retours. Pour résumer, je me donne à quoi sert As. Ils étaient bien partis pourtant, mais depuis plusieurs saisons, ils sont en train de s'enliser dans le peloton. Des questions doivent être posées pour l'avenir de cette équipe. Surtout sur son modèle, qui est très bizarre. Et finissons avec la lanterne rouge du plateau. Et sincèrement, je pensais pas que Williams en serait arrivé à ce point-là. Et après tant d'années surtout. On va quand même parler de ses pilotes, à commencer par George Russell, qui a commencé l'an passé, et qui, je le rappelle, est allé lui-même chercher sa place dans l'équipe du Grove. Il évolue doucement, même si sa voiture ne pourra pas lui permettre d'être au plus haut niveau. Mais c'est un bosseur. Il fera tout ce qu'il faut pour monter en gamme. Son équipe ne suivra pas vraiment comme l'an passé, mais cela n'importe peu. Mais il ne sera pas aidé non plus par son coéquipier. Son coéquipier, eh bien c'est le seul rookie de l'année 2020. C'est Nicolas Latifi. Vice-champion de Formule 2, il n'a pas vraiment brillé dans les formules de promotion. Son palmarès n'est pas si fourni que d'autres. S'il arrive en Formule 1, surtout chez Williams, c'est pour la mallette qu'il a avec lui. Il aurait, si je peux me permettre, le syndrome Stroll. Mais bon, il ne faut pas être négatif. Peut-être qu'il pourrait nous surprendre. On va lui laisser le doute dans ses premières courses. On verra ce que ça va donner. On va s'intéresser aux records qui seront en vedette cette année. Je vous l'ai dit, c'est une saison record que l'on va avoir en 2020. Et que certains que l'on pensait un jour abattables, eh bien, ils vont tomber. Voilà.
Il y en a qui seront à surveiller de près et d'autres qui vont arriver très vite. Alors qu'on soit d'accord, ces records, ils peuvent être battus, être améliorés ou alors rester en l'état. Certains sont plus concrets que d'autres tiennent du fantasme, mais chacun aura sa propre opinion à ce sujet. Autant les évoquer et préparer le terrain parce qu'on va nous le répéter à chaque week-end. Et on va parler du premier et du plus attendu. C'est le record de victoires en Grand Prix, détenu par Michael Schumacher avec 91 victoires en Grand Prix pour le pilote allemand. Le prétendant à battre cet exploit, c'est Lewis Hamilton. Le pilote anglais en est à 84. Et il peut arriver à faire tomber ce record facilement ou alors dans des conditions plus difficiles. Ça dépendra de la concurrence. Alors certains vous diront que ce record peut être faussé par des calendriers à rallonge, par une faible concurrence et d'autres facteurs. Ça aide, c'est vrai, mais quand on regarde quand même ces chiffres au plus près, sur les 84 victoires d'Hamilton, les 3 quarts ont été signés avec son équipe actuelle Mercedes, sur 121 courses. Et sur les 250 Grands Prix en carrière courus par l'anglais, ça représente un tiers complet des victoires. Un tiers de victoires en carrière. C'est l'homme des records de la Formule 1 moderne. On ne s'en rend pas compte, mais dans plusieurs années, tout cela passera à la postérité. Et ça, par contre, c'est idiot d'attendre pour connaître ce qu'il fait. C'est très idiot d'attendre. Un autre record de Schumacher qui pourrait tomber également et très facilement, enfin relativisons quand on dit tomber facilement, c'est celui du nombre de podiums. Le champion du monde en est à 155. Et son successeur qui est de nouveau Hamilton, on est à 151. Bon, il n'y a rien de plus à rajouter dessus. Le prochain à sûrement passer Schumacher, c'est Sebastian Vettel. Il en est à 120 podiums. À condition qu'il termine bien sûr, sur les podiums. On va encore rester avec Hamilton pour un autre record et qu'il pourrait battre des Melbourne. Oui, directement des Melbourne. C'est-à-dire le plus grand nombre de pole positions sur un même Grand Prix. Il en a déjà 8 à Albert Park. Il pourrait en signer une 9e, si c'est possible bien sûr. Alors il y a d'autres records que l'anglais va battre. Je vous ai mis en avant les plus évidents, mais d'autres viendront au fil de la saison. Et limite, on va les oublier. Un autre record qui pourrait tomber, c'est celui du nombre de départs en Grand Prix. L'actuel temps du titre, c'est Rubens Barrichello avec 322 départs sur les 326 engagements. Et celui qui pourrait le battre, c'est Kimi Räikkönen, le Finlandais doyen du plateau, qui en est à 313 de départs sur les 315 engagements. Ce chiffre qui sera battu, celui-là, il pourrait rester très très longtemps en l'état. Pour une décennie complète, même plus. Et aussi un exploit qui fera plaisir à son nouveau déteneur. Ouah. Et si je vous dis que Ferrari va perdre un record, est-ce que vous allez me croire? Bon, ils l'ont à moitié perdu, vu que maintenant ils sont 2 équipes à l'avoir. Parce que jusqu'à l'année dernière, Ferrari était la seule équipe à détenir le record du nombre de championnats constructeurs consécutifs, gagnés bien sûr, 6 exactement. Mercedes les a rejoints en 2019 et cette année, c'est eux qui pourraient battre ce record avec 7 titres de champion du monde consécutifs. Et si cela arrive, il n'y aurait pas de mots pour décrire ce que fait Mercedes. D'ailleurs, ce qu'ils font, ça ne se décrit pas, il n'y a pas de mots. C'est juste une alchimie parfaite. Tout simplement. Et parlons sérieusement d'un record, un vrai, qui pourrait faire date avec 2 conditions. Que la concurrence soit au rendez-vous et que les prétendants le soient aussi. Sinon, c'est foutu, c'est pas la peine d'y aller. Je veux parler du record du plus jeune champion du monde. Le tenant du titre, c'est Sebastian Vettel en 2010 à 23 ans, 4 mois et 11 jours. Pour ce record, les prétendants sont Max Verstappen et Charles Leclerc. Les 2 pilotes peuvent faire tomber ce score en fin de saison si, par chance, ils jouent le titre. Surtout chez Verstappen, dans son entourage, on le veut ce record. Alors ils sont prêts à tout, c'est même l'objectif numéro 1 pour Helmut Marko. Si cela se présente, je vous raconte pas l'ambiance chez Red Bull. Du côté de Leclerc, je crois pas qu'on y pense. C'est peut-être dans un coin de la tête, peut-être que c'est évoqué dans certaines discussions. Mais ce n'est pas une paranoïa, c'est même pas un objectif.
C'est bien simple. Si Leclerc devait jouer les titres en fin de saison, certains lui feront la remarque qu'il peut être le plus jeune champion, tout comme Verstappen, mais je vous l'ai dit, il faut deux conditions. Il y a à noter que j'ai écarté 3 pilotes pour ce record. Lando Norris, George Russell, Lance Stroll, et pour des raisons évidentes. Ah bah si l'un des trois arrive à créer la surprise, bah je me serais trompé hein. Et c'est sur cette révélation que l'on se quitte. D'ailleurs, avant de vous quitter, je vous recommande d'aller chercher ce guide de Formule 1 2020. C'est celui d'Auto Hebdo que je vous recommande fortement. Il est complet, il y a les dates, les horaires, toutes les infos dans le détail de la saison. En attendant, nous, on se retrouvera prochainement pour une nouvelle vidéo, peut-être sur les essais de Barcelone. Sinon, ça sera pour le Grand Prix d'Australie. Le débriefing, c'est aussi sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour les nouvelles vidéos. C'est aussi sur Twitter pour suivre l'actualité, les infos et d'autres conneries au passage. Et c'est également sur le site internet. Et d'ailleurs, si vous voulez contribuer à l'écriture, n'hésitez pas à me contacter. Merci à vous, on se retrouve prochainement. C'était le débriefing des Formule 1. Bravo et à bientôt.